He Shitsan, dont le nom de courtoisie était Zi Xiao, s'était retiré à l'est de la rivière Tiaoxi. Son cabinet de travail donnait sur une vaste étendue sauvage. Au hasard d'une promenade au crépuscule, il vit venir vers lui une femme à califourchon sur un âne, suivie d'un jeune homme. C'était une dame d'une grande distinction, qui devait avoir dans la cinquantaine. Puis son attention fut attirée par le garçon, un adolescent de 15 ou 16 ans, plus gracieux qu'une jolie fille. Or, He avait toujours éprouvé un penchant prononcé pour le genre d'amour qu'évoque la manche coupée. À la vue de l'adolescent, son âme était ravie, son regard le suivit, comme sur la pointe des pieds, jusqu'à ce que sa silhouette eût disparu. Il ne s'en retourna qu'alors. Le lendemain, il se tint de bonne heure aux aguets. Le bel adolescent ne repassa qu'au coucher du soleil, quand s'étendait l'ombre du soir. Dissimulant ses intentions, He l'accueillit en lui demandant en souriant d'où il venait. « De chez mon grand-père maternel. » Il l'invita à passer se reposer un moment. Le garçon s'excusa de ne pas en avoir le temps. Cédant à son insistance, il entra néanmoins, tiré par les vêtements. À peine assis, il se leva pour prendre congé. Impossible de le retenir plus longtemps. He le raccompagna en lui serrant la main et le pria instamment de repasser le voir à la première occasion. L'adolescent s'en alla en marmonnant une réponse évasive. Les pensées de He se cristallisèrent dès lors sur cet objet d'un ardent désir. Il allait et venait sans pouvoir tenir en place, tant l'obsédait une attente de tous les instants. Un jour, alors qu'il ne restait que la moitié du disque solaire suspendu à l'horizon, surgit enfin le bel adolescent. Ravi, He le fit entrer, ordonna au garçon de l'établissement de servir à boire, puis lui demanda comment il s'appelait, patronyme et nom de courtoisie. « Huang, le neuvième garçon de la famille. Je suis trop jeune pour porter un nom de courtoisie. »« Pourquoi passer si souvent par ici ?»« Ma mère habite chez mon grand-père. Comme elle est constamment malade, je lui rends maintes fois visite. » Après plusieurs rasades, il voulut prendre congé. He le retint par le bras et retira la clé. Ne sachant trop que faire, Huang se rassit, écarlate. La lampe mouchée, ils poursuivirent la conversation. Il avait la douceur d'une vierge, mais aux premières badineries, il se tourna vers le mur, effarouché. Peu après, He cherchait à l'amener à partager sa couverture. Le neuvième s'y refusait, prétextant obstinément qu'il avait le sommeil difficile. Il fallut beaucoup d'insistance pour le persuader de retirer le haut comme le bas. Toutefois, c'est avec sa culotte qu'il se coucha. He souffla la lumière. Peu après, il changeait de lit pour partager l'oreiller du jeune homme, lui glissait le bras sur la cuisse et le serrait contre lui, sollicitant instamment ses plus intimes faveurs. Huang se fâcha. « Je me suis attaché à toi parce que je te prenais pour un lettré distingué. Te conduire comme tu le fais n'est que bestial accouplement. » Peu après, comme les étoiles se raréfiaient à l'approche de l'aurore, le jeune garçon s'en fut, filant d'une traite. Craignant qu'il n'eût rompu définitivement, He se remit à l'attendre avec une impatience fébrile, d'un regard à enfiler l'étoile polaire. Plusieurs jours s'étaient écoulés avant que ne reparût le neuvième. Tout heureux de l'accueillir, He lui demanda pardon et l'entraîna bon gré mal gré dans son cabinet d'études, le pressant de s'asseoir avec force paroles et sourires. Aurait-il oublié l'aversion qu'il avait ressentie? Quelle chance, pensait He. Sans autre forme de procès, il ôta ses chaussures, grimpa sur le lit et recommença à le caresser en implorant ses faveurs. « Tes avances importunes me sont restées sur le cœur, mais pourquoi faut-il que notre amour se porte de ce côté-là » objectait le neuvième. Cherchant à l'entraîner par de douces paroles, He ne lui demandait que la permission de se blottir contre sa peau de jade. Il y consentit. He attendit qu'il fût endormi pour le tripoter doucement, à la dérobée. Le neuvième se réveilla, ramassa ses vêtements, se leva brusquement et profita de la nuit pour disparaître. He en resta si abattu, en si cruel manque, qu'il en perdit l'appétit et le sommeil.
Il dépérit à vue d'œil, ne songeant plus qu'à envoyer quotidiennement son petit valet à la recherche du bel adolescent. Un jour que celui-ci passait devant sa porte sans intention de s'y arrêter, le valet le retint par la manche et le fit entrer. À la vue du corps décharné de He, atterré, Huang s'enquit de sa santé. Celui-ci lui avoua la situation, versant d'abondantes larmes entre chaque mot. Huang lui fit de tendres reproches. « À mon humble avis, cet amour qui ne m'est pas profitable te serait nuisible. C'est la raison pour laquelle je m'en abstiens. Mais après tout, puisque tu y trouves tant de plaisir, pourquoi t'en priverais-je » He en éprouva une telle joie qu'après le départ de son jeune ami, il se rétablit en quelques jours. Huang revint en effet renouer la liaison, non sans le mettre en garde. « Je me résigne à satisfaire ton désir, mais il ne faut pas en faire une habitude. » Puis il ajouta, « J'aurais un service à te demander. Consentirais-tu à me prêter main forte ?» Comme He lui demandait de s'expliquer, il lui répondit, « Ma mère souffre d'un mal cardiaque que seul pourrait soigner le cinabre du ciel antérieur du grand médecin Tsi Wang. Puisque tu le connais, ne pourrais-tu en obtenir ?» He acquiesça. Huang le lui rappela encore une fois quand il fut sur le point de s'en aller. He se rendit en ville chercher le remède, et le lui remit le soir même. Ravi, le 9e le remercia avec effusion, main jointe. Mais, coupant court à ses pressantes invites, il lui proposa. « Cesse donc de me harasser. Laisse-moi te trouver une beauté 1000 et 10 000 fois supérieure à la mienne. »« Laquelle ?» lui demanda He. « Une cousine d'un charme incomparable. Si elle peut te plaire, je me charge de l'entremise. » He sourit sans répondre. Le 9e s'en fut, le remède glissé contre la poitrine. 3 jours plus tard, il revenait en redemander. He lui en voulait d'avoir tant tardé, et lui en fit d'amers reproches. « Si j'espace mes visites, c'est que je ne peux souffrir de te nuire. Puisqu'il me faut encourir ton blâme, tant pis pour toi. Pas de regret. » Ils se rencontraient dès lors toutes les nuits, sans en manquer une seule. Le 9e sollicitait une dose tous les 3 jours. Le médecin s'étonnait d'une telle fréquence. Il n'a jamais été nécessaire d'en prendre plus de 3 fois de ce médicament. Comment se fait-il que la guérison ne soit pas intervenue? Il lui en enveloppa donc une triple dose. Puis, le dévisageant, lui demanda. « Vous n'avez pas bonne mine, je vous trouve bien pâle. Ne seriez-vous pas malade ?»« Non. » Il lui prit le pouls et se récria, effaré. « Signe de possession. L'affection atteint le in mineur. Si vous n'y prenez garde, ce sera fatal. » De retour, il en fit part à son ami qui soupira. « L'excellent médecin. En fait, je suis un renard. Il y a longtemps que je m'inquiète de t'être néfaste. » Pendant qu'il cherchait un prétexte pour le quitter, He mit le remède de côté sans lui donner la dose entière. Peu après, il tombait effectivement malade. Invité à l'ausculter, le médecin lui déclara « Vous ne m'aviez pas pris au sérieux naguère. Votre âme erre déjà du côté des cimetières désolés. Les plus grands mires ne vous seraient d'aucun secours. » Huang lui rendait quotidiennement visite pour le soigner. « Tu ne m'as pas écouté, et voilà où tu en es. » He finit par trouver la mort. Le 9e partit, secoué de violents sanglots. Auparavant, un jeune condisciple de He, du même pays, avait été promu académicien à l'âge précoce de 17 ans.
À l'époque, le commissaire à l'administration fiscale de la province du Shaanxi, Tyran Cupide, avait soudoyé des lettrés pour obtenir leur silence à la cour impériale. Seul notre académicien frais et moulu avait osé présenter une dénonciation circonstanciée des méfaits du commissaire, à la suite de laquelle lui-même avait été destitué sous prétexte d'avoir outrepassé les devoirs de sa charge. Promu par contre gouverneur, l'ancien commissaire guettait le jour qui lui révélerait le défaut de la cuirasse de son délateur. Or, la réputation précoce de notre académicien lui avait attiré la bienveillance d'un prince rebelle. En vue de le compromettre, le gouverneur s'était donc procuré, moyennant finance, la correspondance qu'ils avaient échangée. Pris de panique, l'ancien académicien avait préféré s'étrangler. Sa femme s'était suicidée à son tour, pendue au bout d'une corde. La nuit écoulée, l'ex-académicien revenait à la vie en déclamant qu'il était He Zixiao. On l'interrogea. Tout ce qu'il racontait concernait effectivement les affaires les plus intimes de la famille de He. On fut bientôt convaincu que c'était son âme qui était venue emprunter le corps du mort. Impossible de le garder là où il se trouvait. On le laissa donc se précipiter à son ancien domicile. Soupçonnant une ruse et plus que jamais résolu à provoquer sa ruine, le gouverneur lui fit réclamer un remboursement de 1000 taels. La victime feignit d'accepter, mais en proie à l'anxiété, songea à en finir. Soudain survint Huang le 9e. Ils engagèrent la conversation, ivres de bonheur, la joie venant après la peine. Mais He voulut revenir à des plaisirs charnels. « Aurais-tu 3 vies ?» lui objecta le 9e. « Je préfère les aises de la mort aux tourments de la vie, » lui réplique-t-il, et de lui conter ce manque qui le désespère. Le 9e reste un moment plongé dans l'inquiétude, puis lui déclare « Heureusement que je te retrouve en vie, puisque tu restes sans compagne. La cousine dont je t'avais parlé, aussi belle qu'avisée, saura partager tes ennuis. » Comme il manifestait son désir d'obtenir au moins une occasion de l'avoir avant toute décision, Huang lui répondit « Pas difficile, je te l'amène en l'accompagnant par ici pour aller tenir compagnie à ma mère. On se traitera de petit et grand frère. Je ferai semblant d'avoir soif pour te demander de chercher à boire. Si tu t'écris « L'âne s'est échappé », c'est que tu es d'accord. » Leur plan ainsi arrêté, il prit congé. Le lendemain à midi, Huang passait devant sa porte, escortant la demoiselle. Monsieur l'académicien vint les saluer main jointe et bavarder avec lui, tout en la lorgnant. Ravissante, une véritable fée. Comme le 9e réclamait du thé, il les pria d'entrer se désaltérer. « Ma chère 3e cousine, ne vous en formalisez pas, c'est mon vieux frère juré. Il n'y a pas de mal à rester un moment se reposer chez lui. » Il l'aide à descendre, attache l'âne devant la porte et entre. Il met lui-même le thé à infuser, et, se tournant vers le 9e, « Ce que je vois dépasse tout ce que tu m'en avais dit. C'est en effet la seule issue. » Comme s'il avait compris qu'on parlait d'elle, la jeune fille quitta son siège, et, debout, lança d'une voix fluette et mal assurée. « Partons. » He jeta un coup d'œil dehors. « L'âne s'est échappé. » Le cousin se précipite, He en profite pour la serrer dans ses bras et la solliciter fiévreusement. Le visage écarlate, aux abois, prise au piège, elle se débat et s'époumonne, appelant le cousin à la rescousse. Il ne répond pas. « Vous qui avez femme, » reproche-t-elle à son assaillant, « comment pouvez-vous ruiner l'honneur d'autrui ?» Monsieur l'académicien lui fit valoir qu'il n'avait pas d'épouse. « Si vous pouvez jurer solennellement que vous ne me rejetterez pas comme l'éventail à l'arrivée de l'automne, je me plierai à ce qu'ordonne le destin. » Il prit le disque brillant du soleil à témoin de son serment. Elle ne se défendit plus. La chose faite, le cousin accourut. Le rouge au front de colère, elle lui fit de violents reproches. « C'est He Zixiao, » se défendit le cousin, lettré naguère réputé, aujourd'hui académicien, l'un de mes meilleurs amis, quelqu'un de fiable. Tu peux te renseigner auprès de ta tante. Je ne me suis rendu aucunement coupable à ton égard. » Comme le soir tombait, l'académicien l'invita à rester, ne consentant pas à la laisser repartir.
Elle redoutait les blâmes de sa tante alarmée. Le 9e l'assura qu'il prendrait tout sur lui et s'en fut d'une traite, à Califourchon sur l'âne. Quelques jours plus tard, une femme accompagnée d'une suivante vint à passer, la quarantaine, l'air fort distingué et offrant une ressemblance frappante avec la demoiselle. Il lui demanda de sortir la rencontrer. C'était en effet sa mère. La regardant de haut, celle-ci l'apostropha sur un ton de reproche. « Qu'est-ce que tu fabriques ici ?» Honteuse, sa fille ne savait que répondre. Il la pria d'entrer, s'inclina et s'expliqua. Elle sourit. Le 9e agit comme l'enfant qu'il est resté. Cette fois encore, il ne m'avait pas consulté. La fille était passée dans la cuisine et préparait à manger avec sa mère, qui repartit à l'issue du repas. L'académicien avait de quoi se réjouir d'avoir obtenu une aussi jeune femme. Mais par ailleurs, il restait fort préoccupé, le front constamment barré et la mine sombre. Elle lui en demanda la cause. Il lui en exposa les tenants et aboutissants. Elle lui rétorqua en riant. « Pourquoi te faire tant de soucis dont mon cousin pourrait à lui seul te délivrer ?»« Comment cela ? Il paraît que le gouverneur est friand de danse, de chant et a plus qu'un faible pour les mignons. »« Ce sont les points forts de mon cousin. Offre-le lui en pâture. Tu apaiseras ton ressentiment et tu seras vengé. » Comme il s'inquiétait que le 9e ne refuse, elle lui dit. « Il te suffira de l'en implorer. » Le lendemain, à la vue de son ami, il l'accueillit en rampant sur les coudes. Le 9e lui demanda, surpris, « Notre amitié, en passant d'une vie à l'autre, a fait ses preuves. Ça, on peut le dire. Je te suis entièrement dévoué, de la tête aux pieds. Pourquoi, soudain, te comporter pareillement ?» Il lui fit part de son plan. Le 9e faisait grise mine. Sa cousine lui fit valoir. « Je me suis abandonné à lui. Qui en est cause ? Si tu le lâches à mi-chemin, menacé de mort, comment disposerais-tu de moi ?» Huang ne pouvait qu'acquiescer. Son ami mit aussitôt le projet au point avec lui, envoyant un message urgent et sa personne à son collègue Wang avec lequel il entretenait de bonnes relations. Ce dernier comprit son intention et invita le gouverneur à un grand banquet. Il donna au 9e la consigne de s'habiller en femme et d'exécuter la danse de Mara, prince du désir. Troublé, le gouverneur pria instamment Wang de le lui céder, prêt à payer n'importe quel prix pour l'obtenir. Wang demandait à réfléchir, tergiversait et faisait à dessein des difficultés. Il ne finit par le céder que sur ordre. Ravi, le gouverneur abandonna subitement toutes ses vindictes. Depuis qu'il avait obtenu le jeune garçon, il ne le quittait plus d'une semelle. Sa dizaine de servantes et de concubines ne l'intéressait pas plus que la poussière de ses bottes. Le gouverneur dépensait sans compter et traitait le jeune homme comme un prince. Il suffit de 6 mois à ce dernier pour mettre en péril la santé de son amant. Sachant que sa fin était proche, le 9e emporta un plein chargement de ses richesses, trouvant quelque prétexte à rentrer dans sa famille. Peu après, le gouverneur décédait. Le 9e utilisa la fortune qu'il avait accumulée pour construire et meubler une résidence où il entretenait nombre de valets et servantes au service de sa mère et de sa tante. Il sortait en magnifique équipage. Personne ne le soupçonnait d'être un renard. J'ai rédigé un jugement parodique, que voici ci-dessous. La cohabitation de l'homme et de la femme constitue la relation conjugale la plus importante des relations humaines. Les interconnexions du sec et de l'humide
se base sur la conjonction correcte du yin et du yang. Les rendez-vous galants, accueil du vent, attente de la lune, ne laissent pas de se prêter au blâme de porter atteinte à la bienséance. Manches coupées et pêches partagées ne peuvent éviter une puanteur à se boucher le nez. Il faut à l'homme user de vive force pour s'ouvrir une voie où n'osent s'engager que les oiseaux. Est-ce que le pêcheur se permettrait d'égarer sa perche ailleurs que dans la grotte de la merveilleuse source au pêcher? Il est de ceux qui s'abandonnent au courant qui les emporte vers le bas, sans esprit de retour, qui ont quitté le bon chemin et ne savent le retrouver. Avant la montée des nuages et la chute de la pluie, ils abaissent et lèvent la main. Tournant le dos à l'opposition des sexes, ils trahissent délibérément l'envers et l'endroit. Le bassin de la belle baigneuse est relégué aux accessoires inutiles. Dire que le vieux moine entre en quiétude n'est que mensonge. Le général borgne a beau y faire pénétrer sa lance, la grotte du bougre n'est que terre stérile. Sa monture retenue à l'entrée, croit-il pouvoir atteindre de sa flèche la hampe de la hallebarde? Cherchant le grand arc dans la réserve, voudrait-il fuir en brisant la barrière? Est-ce par un rêve d'anguille dorée qu'il comprit la liaison de la veille? Il est clair que les prunes dénoyautées des Wang demanderont compte de la vie dont elles ont été privées. De cette forêt noire de sapins sortiront brusquement deux hardies cavalières qu'il lui faudra apaiser. Au palais du dragon jaune surgit la marée. Comment l'endiguer? Il faudrait couper la pointe à la racine et boucher le conduit prêt à la recevoir.